Bonjour, chers amis. Avec Xavier, nous avons partagé notre top 3 des entreprises qui ne seront plus là dans 20 ans. La première va vous surprendre. Oui, vraiment. Moi, de la manière dont je suis parti, c'est que j'ai regardé les différents risques qu'on peut avoir sur l'avenir d'un business et j'en ai listé certains et je pense que c'est un point qui est important parce que c'est une dimension qui est qualitative, mais pas que. Je trouve il y a aussi une dimension quantitative de l'analyse pour savoir si un business est pérenne. Moi, les trucs que je vois dans les risques qui peuvent menacer l'existence d'une boîte, ça va être des trucs du type l'innovation technologique qui disrupte un secteur. Donc, c'est des cas comme Kodak où on passe à la photo numérique et du coup, ça devient complètement obsolète. Ça, c'est un truc que je vois. Je vois des trucs comme l'absence de moat. Donc une entreprise qui était leader dans un domaine au début parce qu'elle avait une petite innovation technologique et on se dit personne pourra la rattraper et en fait quelques temps plus tard on se rend compte que ça devient une commodité, il y a plein de concurrents qui sont dans le secteur. Ce que je mets aussi dedans ce serait des histoires de succession mais je veux pas spoiler un des trucs que j'ai. Mais voilà, imaginons une entreprise qui cartonne absolument, mais que c'est lié au fait que y a une personnalité qui est tout à fait charismatique et compétente à la tête. Peut-être que ça pourrait pas si bien se passer que ça, la succession. Je vois où tu veux. C'est des choses comme ça. Je vois où tu veux en venir. Et si c'est le cas, si tu vas bien parler de cette boîte-là, c'est potentiellement la première position de mon portefeuille. Donc, on va voir si c'est ça. Je sais pas. Ouais. En tout cas, si c'est une américaine, ça peut être ça. Et ça va être intéressant d'en discuter. De mon tu mets côté, quoi, toi, dans ces grands risques existentiels? Oui, de mon côté, c'est un peu le même principe que toi, sauf que je l'ai tourné un peu différemment. C'est le fait d'être en face d'une tendance séculaire, en face d'une méga tendance et ne pas réagir. Et c'est ça qui est pas évident. Donc mes trois entreprises qui vont potentiellement pour moi disparaître dans 20 ans, les trois sont dans ce cas-là. Donc on a un business model qui est en train de mourir. Il y a des boîtes qui vont se transformer, des boîtes qui vont pas se transformer. Et c'est là où la deuxième partie, c'est à quel point le management va réagir ou non. Et un point qui menace la survie, c'est la situation financière. Et là, j'ai une boîte dont je vais parler, qui fait un peu la une des journaux à cause de ça, mais je vais parler aussi de situation financière et j'ai pris aussi des boîtes qui étaient en faible situation financière. Après, ce que j'ai fait au début, c'est que comme on fait quand même un podcast et qu'il faut intéresser l'audience, je me suis dit, il faut prendre quand même des noms connus. Donc, qui dit non connu dit grosse boîte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les boîtes qui font plus de, 10 milliards, 50 milliards, etc. Et ben là-dedans, j'ai rien trouvé. Et c'est aussi ce qui me fait dire que pour qu'une boîte soit fragile, c'est quand même lié aussi à sa taille. À l'inverse, une boîte qui est solide, c'est aussi lié à sa taille. Plus t'es gros, plus t'es diversifié en termes de produits, en termes géographiques, en termes de clients, en termes de fournisseurs. Plus t'as a priori un management compétent, plus t'as de grosses équipes juridiques qui vont te défendre en cas de pépin. Enfin bon, bref. Et en fait, ça m'a renforcé, vu que j'ai pas trouvé dans les grosses boîtes vraiment d'entreprises qui me paraissaient fragiles. Ça m'a renforcé dans le fait d'utiliser ça comme un critère d'investissement. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'aller taper dans les petites boîtes et de trouver des boîtes fragiles. Et une autre remarque que je me suis fait, c'est pas parce que t'aimes pas une boîte ou t'aimes pas un manager que tu peux dire qu'elle va disparaître. Tu vois, tu avais cité dans un des épisodes précédents Crocs. Tu vois, moi j'aime pas cette marque, mais il se trouve que c'est une boîte qui a des chiffres magnifiques, donc je comprends tout à fait que tu l'aies sélectionné à un moment dans un portefeuille vacances, ou je sais plus lequel c'était. Et tu vois, j'ai beau ne pas aimer la marque ou les produits. Bon, il se trouve que je comprends tout à fait l'utilité du produit. J'ai beau pas être fan, c'est impossible de parier contre. Tu vois, ça vend, ça marche. Il y a une marque, tout le monde connaît, c'est très identifié, etc. C'est impossible de parier contre. Un autre exemple, c'est Twitter. Boîte réseau social loose par excellence. Ils sont dans l'hyper tendance depuis des années. Ils n'arrivent pas à générer d'argent avec ça. C'est un truc incompréhensible. Tu vois, comment ils n'ont pas réussi à monétiser un machin pareil. Toi, moi, tous les petits créateurs de contenu, ils arrivent à monétiser. Eux, ils ont un énorme réseau social. Ils n'arrivent pas à gagner de l'argent avec. C'est racheté par Elon Musk qui rachète pour de mauvaises raisons, des raisons d'ego, machin, qui ne sait pas trop ce qu'il va faire avec. Et pareil, je ne peux pas parier contre ça.
Tu vois, c'est impossible de dire, tu peux pas dire Twitter sera plus là dans 20 ans. J'en ai aucune idée. Et j'ai pas envie de parier non plus contre Elon Musk, même si c'est pas forcément quelqu'un que je porte dans mon cœur. Tous ceux qui ont parié contre lui, ils sont financièrement morts, tu vois, sur Tesla. Donc, ouais, exercice super compliqué. Ouais, c'est vrai que c'est pas un bon critère. Est-ce qu'on aime ou on n'aime pas? Et tu sais, tu parles des grosses entreprises, le fait qu'elles ont plus d'inertie et que ça veut pas disparaître du jour au lendemain. Il y a des exemples ou pas de très grosses boîtes qui sont passées de énormes à zéro, ou alors c'est des trucs un peu comme Intel, comme IBM, où on sent que ça se casse un peu la figure, mais on a tellement le temps que de sortir, si on a besoin de sortir, que en fait il y a pas un risque qui est énorme. Écoute, moi, je suis pas une encyclopédie, mais souvent, ça peut être des cas de fraude et tout. Ça, malheureusement, on peut pas savoir. Mais tu vois, les Wirecard, les Enron, etc. Là, c'est vraiment les Arthur Andersen. Ces boîtes-là, c'est vraiment du jour au lendemain, pour le coup. Un peu comme Orpea. Tu vois, quand tu as un pépin qui est vraiment important en interne, là, ça peut aller très, très vite. Mais sinon, tu vois, toutes celles qui se sont fait disrupter, des Nokia, des Yahoo, des trucs comme ça, en fait, c'est lent au début, mais c'est là. Tu vois, on peut le voir, mais ça paraît rattrapable. Et puis, il y a un moment où il y a une accélération, en fait. Tu vois, au début, t'as ceux qui passent de Yahoo à Google, de machin. Et puis après, t'as le moment où t'as un pivot qui est atteint et où tout le monde bascule dessus. Tiens, ça me fait penser, parce que là, je pense à Netflix, et ça me fait penser, tu vois, que j'ai même pas pensé à des chaînes télé. Alors que j'aurais dû peut-être jeter un œil sur je sais pas toi, M6, TF1. Ouais, M6, TF1, surtout TF1 d'ailleurs, qui a un public quand même beaucoup plus vieillissant. J'y ai pas pensé. J'aurais pu les mettre, mais t'as écouté l'épisode de Do It Yourself avec le boss de M6? Non, mais ça doit être bien, ouais. C'est excellent. C'est excellent, et même si tu sens que effectivement le secteur est un peu en perte de vitesse, en fait ce qui est super intéressant à propos d'M6 et de la manière dont ils pensent M6, c'est qu'ils se pensent pas seulement comme une boîte qui est là pour gagner de l'argent avec la pub. Ils se prennent également pour une entreprise qui est là pour lancer d'autres entreprises. Ils comprennent qu'ils sont un média, et vu qu'ils sont un média, ils sont capables de lancer des petites startups en attirant l'attention dessus, en créant des émissions autour de ça. Et donc effectivement, là, tu peux créer quelque chose qui est super intéressant. Tu deviens une espèce d'incubateur. Donc quand tu vois, il y a une vision stratégique qui est intéressante, et je les vois mal disparaître. Donc il y aura peut-être une fusion, etc. Mais si j'étais actionnaire d'M6, j'aurais pas super peur, parce que quand t'es un média et que tu as une vision stratégique, tu as moyen de basculer vers autre chose et de le pousser en fait en profitant du fait qu'il y a les projecteurs qui sont braqués dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ils sont en perte de vitesse par rapport au streaming ou aux réseaux sociaux, mais c'est tellement, je veux dire, on passe tellement de notre temps sur des médias que c'est très facile pour eux de pivoter. Ils peuvent facilement faire une alliance avec d'autres groupes ou changer leur business model. Et même moi, qui suis pas consommateur de télé, les replays permettent quand même de consommer différemment. Ouais. Donc même si je regarde pas la télé, je regarde quand même des émissions potentiellement qui viennent de la télé. Donc oui, je les mettrai pas morts dans 20 ans. Apparemment, ouais, leur Top Chef, ça cartonne auprès des jeunes. Enfin, ils ont des trucs comme ça. Ils développent beaucoup le côté replay. Donc, ouais, mais cet épisode est super intéressant. Ouais, c'est très bon épisode. Donc, on les embrasse, on en profite. Est-ce que tu veux commencer, ou est-ce que tu veux apprendre ce qui va se passer pour ton portefeuille? Vas-y, je t'écoute. Vas-y. Ah oui, moi je mets Berkshire Hathaway en première position. Je n'hésite pas, je le fais. Et tu sais pourquoi? Parce que en fait, ce qui fait le succès de Berkshire Hathaway, c'est qu'ils sont capables d'être un peu à contre-tendance. Tu vois, le type de boîte qu'ils achètent en portefeuille, vu qu'ils ont une approche qui est quand même une approche qualité, ils peuvent se permettre de faire ça parce qu'ils ont pas une pression monstre, tu vois. Tu vois, pendant la crise du Covid, tu commençais à avoir des trucs du type ouais, Warren Buffett, il est dépassé, il fait n'importe quoi, etc. Mais tu as tellement confiance dans la capacité de Warren Buffett à gérer le truc que ça va. Tu lui mets pas trop la pression, il est capable de faire sa stratégie comme il l'entend, de sélectionner les boîtes comme il l'entend. Mais je pense qu'avec la mort de Warren Buffett, et donc on l'embrasse, on lui souhaite de durer le plus longtemps possible, ils pourront plus faire ça. Parce que toutes les discussions
toutes les décisions qu'ils vont essayer de prendre vont d'une part être jugées à l'aune de qu'aurait fait Warren Buffett, et tout le monde va se prendre pour Warren Buffett et leur dire ouais, je pense qu'il aurait fait ça, je pense qu'il aurait pas fait ça, etc. Et ils vont devoir, je pense, être beaucoup plus procycliques, beaucoup plus réagir aux tendances, beaucoup plus réagir aux émotions du moment. Et donc les gens vont se rendre compte que quand on regarde le portefeuille de Berkshire Hathaway, on a Apple plus des positions qui sont des paris dans des secteurs qui parfois sont un peu en perte de vitesse, et donc les gens vont se dire est-ce qu'on a besoin d'avoir une aussi grosse position dans, je sais pas, l'essence, Coca-Cola, ces business, etc., qui était la vision de Warren Buffett, qui était peut-être. Et donc je pense que le management va devoir prendre des décisions fortes pour pouvoir rassurer les actionnaires, et en prenant ces fameuses décisions fortes, la performance de Berkshire Hathaway va s'en ressentir, et évidemment toutes les petites pertes de performance vont être amplifiées parce que les gens vont se dire c'est la fin de tout, ça va partir en vrille, etc. Donc je pense que la succession de Warren Buffett, ça va être catastrophique parce que on parle de, enfin tu vois, c'est comme si tu avais un gérant de fonds gratuit. C'est toi qui disais ça, c'est comme si tu avais le meilleur gérant de fonds du monde mais gratuitement. Et habituellement, ce qui fait que les gérants de fonds ne performent pas, c'est ça. C'est parce qu'ils doivent faire des trucs spectaculaires, c'est parce qu'ils doivent être tout le temps en train de dire ouais, je fais ça, je le mets là, etc., de suivre les tendances, parce que sinon tout le monde va dire t'es dépassé, je mets plus mon argent chez toi. Donc je pense que la succession de Warren Buffett, ça peut déboucher sur un truc où la boîte va être démantelée. La boîte va être démantelée, les gens vont commencer à se dire je pense que les différentes composantes ont plus de valeur que le tout, et ça va être très compliqué, je pense, pour eux de maintenir la boîte en vie après la succession de Warren Buffett. Donc c'est mon bear case. Dans 20 ans, on n'aura plus de Berkshire Hathaway. Alors, les investisseurs dans Berkshire Hathaway sont des gens qui connaissent la boîte et qui la suivent de près. C'est pas, enfin, c'est un spécial. Il y a un rapport un peu spécial entre l'actionnaire et la boîte. Warren Buffett a déjà annoncé son successeur. Ça fait 10 ans qu'on s'attend à ce qu'il meure à tout moment. Donc, tous ceux qui possèdent le titre savent aussi que ça peut arriver à tout moment. Ensuite, quand on n'est pas investisseur dans Berkshire, on s'imagine toujours que c'est un portefeuille d'actions, Apple, etc. Mais ça, c'est qu'une partie. En fait, le gros du business, ce sont des sociétés qui sont possédées à 100% par Berkshire, dont Geico, qui est la vache à lait, qui est un assureur. Ils ont des entreprises ferroviaires. Ils ont plein de boîtes différentes. Et pour moi, ce qui fait la force, c'est l'allocation d'actifs au sens large. Et là où tu dis un truc qui est totalement juste, c'est il y a que Buffett qui peut faire des paris de plusieurs milliards en même crise, en pleine crise, en jugeant bien le risque. Pas un fou furieux qui va vouloir mettre sa marque, comme tu dis, ou quelqu'un qui va être paralysé, qui fait rien. Ça peut être les deux risques. Mais honnêtement, ce Buffett-là, on l'a pas vu depuis 15 ans. Tu vois, depuis 2008, il fait, voilà, le matelas de cash augmente, etc. Et c'est ce qui fait aussi que le rendement, même s'il est bon, moi je me félicite quand même d'être investi dedans, il n'est pas non plus ce qu'il était à l'époque où Berkshire Hathaway faisait du 25% tous les ans. Donc, je pense que les gens qui sont dedans, en tout cas moi, j'ai abandonné l'idée que j'allais faire du 25% par an avec Berkshire Hathaway. Et je pense que le nouveau gérant, il va maintenir cette machine à faire des intérêts composés, en fait. Et d'ailleurs, je serais prêt à parier que le titre va baisser parce qu'il y a des gens qui vont sortir, mais vraiment pas longtemps. Vraiment pas longtemps du tout. Mais ça va être intéressant. Et je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue, mais le truc, c'est que je les trouve pas non plus à contre-tendance. Donc, c'est une succession, mais tu vois, c'est pas une succession à la Lagardère avec des problèmes de famille et tout. Si je devais prendre une succession qui se passe mal, je prendrais une succession familiale qui va partir en cacahuète, tu vois. Mais tu vois, le cash, la montagne de cash qu'ils ont, tu vois, qui peut se permettre d'avoir une montagne de cash comme ça à part Warren Buffett? Parce que ça va partir enfin je sais pas, ça va partir en rachat d'actions ou en dividendes. Je pense que la stratégie va changer parce qu'il va y avoir une pression, il y aura plus aucun successeur ne pourra avoir sa légitimité. Donc ça va être surprenant.
Mais en tant que successeur de Warren Buffett, tu vas avoir les yeux sur toi et tu es obligé de suivre, mais à la lettre, la philosophie. Tu vois, je suis pas sûr que tu puisses changer tant que ça. En fait, t'es héritier de... T'es le nouveau Picasso, donc bah, tu vas faire du Picasso, quoi. T'as pas le choix, tu vas pas te dire... Ça va être comme la disputation médiévale, tu vois, où tu vas avoir des gens qui se disputent sur le texte de la Bible, mais c'est le même texte, etc. Mais ça va... Tout le monde va être plus Buffett que Buffett, donc je pense que ça va être sympa. C'est comme De Gaulle. J'espère que ça me fera un point d'entrée parce que ça fait partie des boîtes où j'ai jamais pu rentrer dessus. Donc voilà, je leur souhaite de tanguer beaucoup pour pouvoir. C'est ça, voilà. Tu sais, c'est comme le général de Gaulle. Tout le monde est gaulliste en fait. Tu vas de l'extrême droite au centre gauche, ils se disent tous mais De Gaulle aurait fait ci, De Gaulle non, c'est moi qui. Mais c'est ça. Et Buffett sera plus là pour dire non, je n'aurais jamais fait ça. Donc ouais, ça va être drôle. Pas mal. Et il me reste à vous rappeler que si vous voulez investir sur le long terme dans des entreprises qui probablement seront encore là dans 20 ans, et si vous ne voulez pas prendre le risque, investir dans des ETF, comme ça vous vous exposez à tout le marché, et si une entreprise fait faillite, elle est remplacée par une autre plus performante dans l'indice, et bien vous savez que vous avez comme d'habitude sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et ce qui est chouette c'est qu'en suivant ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui veut dire que lors du premier mois, vos frais de courtage vous seront remboursés à hauteur de 100 €. Profitez-en, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.